Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 12e édition de cette balado SFTV. Mon nom est Olivier Turcotte et à ma compagnie, j'ai mes trois acolytes d'habitude en fait, donc Pierre-Luc Dallaire, Eric Godreau ainsi que Luc Carbonneau. Bonsoir messieurs, ça va bien? Bien le bonsoir, Numéro Olivier. 1. Numéro 1. Surtout, Mes oreilles, j'ai fait le saut, mes oreilles ont vraiment pop-up, mais oui, ça va bien sinon. c'est excellent ça. Surtout vous deux en plus avec le beau rattrapage qu'on a vu cet après-midi, vraiment très bon travail à la diffusion, l'inscription et l'analyse de cette première course de la saison de la série NASCAR Cup Autodrome Chaudière-Vallée-Jonction. D'ailleurs, on va en discuter en quelques instants. Vous voyez les sujets à votre gauche comme à l'habitude évidemment. Et pour faire un petit préambule avant de passer donc à cette portion Sim Racing, une des raisons pourquoi on avait parti cette balado justement, c'était pour diffuser le sim racing québécois, en parler plus, avoir vraiment des balados spécialisés, exclusifs en sim racing. Oui, on parle de courses automobiles réelles également, mais parler de courses automobiles virtuelles, c'est aussi important. Et on a des très bonnes séries sur SFTV qu'on présente, donc pourquoi pas ne pas en parler, faire des petits débats. Je pense que ça devient intéressant là-dessus. Donc voilà pourquoi on va parler de plus en plus de ces sujets-là au courant des prochains mois. En fait, les saisons vont être en cours évidemment. Et sans plus tarder, eh bien, je pense qu'on peut commencer par la première, donc celle qui avait commencé notre vendredi dernier, soit EGT4 Sprint Challenge. Qui, Luc, franchement, un excellent début de saison. Et quoi dire que ça a commencé avec une grosse surprise en qualification également. Écoute, ça a complètement été fou. Personnellement, on s'entendait les deux avoir Jonathan Boivin en tête en pole position Facilement. littéralement et par 1 000. Mais par contre, j'ai été surpris de voir à quel point Marc-Antoine Landry et David Bélanger sont littéralement venus jouer les troubles à fête pour Jonathan Boivin. Les deux ont réussi à se qualifier devant lui. Personnellement, je m'attendais à des choses de Marc-Antoine Landry. On avait très bien vu qu'il avait très bien fait lors de la saison en GT3, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il se ressorte fort de cette façon-là en GT4. Et surtout, en course, il m'a épaté jusqu'en fin d'épreuve. Il a été en mesure de tenir son bout, a commis des petites erreurs ici et là. Mais sérieusement, Marc-Antoine Landry est véritablement une révélation et je suis en train de me dire, oh, attention, Jonathan Boivin va avoir de la sérieuse compétition encore une fois cette année. Et bien, avec tout ce qu'on a vu la saison dernière, justement, avec William Lévesque, qui devrait revenir de sa sabbatique éventuellement. Donc, on devrait avoir encore une fois la lutte qui devrait se répéter au courant du championnat. Malheureusement, il n'y a pas de Joker cette saison, alors que voilà, on a réglé nos problèmes techniques. Donc, en n'ayant pas de course au championnat où on peut ne pas être là, et bien ça peut causer certains problèmes pour certains pilotes qui ne pourraient pas être présents au cours du championnat. Ceci dit, on le rappelle, il y a deux courses d'endurance, donc des courses de 2 heures, qui vont valoir double au championnat. Donc 50 points pour la victoire au lieu de 25 pour le classement général et même pour les classements amateurs et Silver. D'ailleurs, on va revenir un petit peu sur ces courses-là, sur ces luttes-là également, qui ont été moins palpitantes, mais qui ont quand même une importance significative au niveau du classement. Juste à mentionner, justement, c'est quand même été une lutte extrêmement serrée dans le top 5, surtout à la fin de l'épreuve. Tu parlais de Landry et de Bélanger. Et bien, ces deux-là se sont battus toute la course pendant un très long moment, parfait, pour la deuxième position. Après ça, évidemment, il y a Meskin et Belval, entre autres, qui se sont joints à la fête et vraiment, on a vu une belle remontée d'ailleurs de la part de Belval. Donc, vraiment des pilotes réguliers qu'on voyait l'année dernière. Un nouveau qui s'est dans le top 5 et on a d'autres nouveaux également qui sont joués, qui sont très bien tirés d'affaire. Je parle de Ferrand, entre autres, qui a eu une qualification un peu plus difficile que ce que je croyais, mais qui en course, voilà, on a réussi à sauver un top 10 si je ne dis pas de bêtises. Je vais de mémoire. Terminé top 10. Ça, on a fini 10e de peine et de misère, mais je veux dire, on voit que la vitesse est là. Il suffit juste de s'adapter à la voiture. La GT4, tu le mentionnais, c'est pas une voiture qui se conduit très facilement comparé à une GT3 où on a plus d'appui aérodynamique, plus d'adhérence également. Donc, c'est une voiture où on conduit de façon totalement différente versus une GT3. Et vraiment, certains ont eu plus de difficulté à s'adapter, mais vraiment, on a eu droit à une course formidable à Carrière-Lamy vendredi dernier. Et personnellement, j'ai été surtout très impressionné de voir
C'était David Bélanger, notamment, qui était impliqué dans une lutte à deux, ou Marc-Antoine Landry, et on passait à 2 de large dans les Estes à Oui! Calamy. Ça m'a complètement impressionné de voir qu'il y a des pilotes qui refusaient de lâcher le morceau et qui, surtout, ont été en mesure, une bonne partie de l'épreuve, de ne pas commettre un contact. Ça, définitivement, ça a été un gros élément au cours de l'épreuve. Tout à fait. Et également, je voulais mentionner un peu ce qu'on avait vu au niveau des classes, donc des classes, je dirais pas les classes inférieures, c'est pas tout à fait le terme, là, mais des classes silver ou argent plutôt, et des classes amateurs. Ce qu'on a des classes amateurs, quand même, on a une domination de la part d'un des pilotes. Faudrait que je retourne voir le classement qui est supposé être sur le site d'ACCQC.ca, qui est le site de la série EGT. Autant GT3 que GT4 d'ailleurs. Donc, voyons voir là-dessus. Première épreuve de la saison, j'ai le classement ici. Donc, Alexis Germain du côté argent qui avait remporté la victoire a fini 13e au général. Un meilleur temps d'une 52-308 de son côté. Si on compare avec Boivin, on a fait une 50-637 comme meilleur temps en course. Donc, vraiment, on voit la différence de ce côté-là. Et Francis Bella, donc, il finit 19e. Tout seul en amateur de son côté. Par contre, on s'est battu après toute la course avec, si je me souviens bien, avec Berger qui est en silver, deuxième position du côté argent de son côté, et Kevin Auger qui est 17e, un des derniers en pro. Exact. Et Jean-Louis Deschênes juste derrière lui également. On s'est battu tout le long, on a sa place de ce côté-là. Oui, tout à fait. Surtout, je veux dire, oui, il y a quand même un écart, on ne se le cachera pas, mais tout de même, moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Bellan, Berger et Auger ont été en mesure vraiment de se tenir coude à coude tout au long de l'épreuve. Et on n'a pas mentionné encore, mais moi, je pense que la déception ou le point d'interrogation au cours de cette épreuve-là, ça a été Pierre-Olivier Cloutier et Guillaume Mador qui étaient par choc à par choc une bonne partie de l'épreuve également, jusqu'à les deux aient un contact l'un et l'autre, ce qui a un petit peu ruiné la fin de course des deux pilotes, Cloutier et Mador. Mais effectivement, Auger, Berger et Belland, là, ça a été un beau trio qui est dans le top 20, qui a vraiment donné une belle lutte et un beau spectacle au cours de l'épreuve. Tout à fait. Et un dernier que je veux mentionner avant qu'on clôt un peu cette partie-là, c'est celui qui est terminé au 5e rang. En fait, Claude Bellal a fini 4e et Ferrat a fini au 7e du côté de Sylvain Ferrat. Donc, quand même très bien. On a fini le top 10. T'avais raison, Luc, de ce côté-là. Celui que je te mentionner, c'est Thomas Lavoie. Donc, qu'on a vu en qualification. On s'attendait à le voir plus élevé quand on a vu ses temps en essai. On voyait, oh, il y a une chance pour la victoire, évidemment. Malheureusement, en qualification, ça a moins bien été de son côté. Mais en course, on finit 5e. Et la remontada qui a fonctionné, regarde juste le meilleur temps qu'on a réussi à faire de son côté. 1,50-742. C'est le deuxième meilleur temps chez les pilotes. On était plus rapide qu'Azaria Byers, que David Bélanger. 1,50, 9,91 et 9,79 respectivement. Donc, la voie a le rythme. On est 1/10 plus lent que Boivin. Mais on l'a toujours mentionné également, on sait qu'Isabelle, sa force, c'est pas sur un tour, c'est littéralement sur un long relais. C'est-à-dire sur une épreuve de 60 minutes, Isabelle, il n'irait pas, par exemple, chercher le point pour le tour le plus rapide. Par contre, il est extrêmement constant et c'est sa force principale. Il est toujours très bien en mesure de s'en servir lorsqu'il n'est pas impliqué dans un incident dans le top 5. Alors, oui, il termine deuxième. Oui, c'est pas le pilote le plus rapide, mais jusqu'à un certain point, c'est pas nécessairement être le plus rapide qui compte, c'est vraiment d'être en mesure d'être constant tour après tour après tour qui va faire une différence dans un championnat. Puis je pense qu'Isabelle, cette année, a peut-être une chance là, de terminer dans le top 3 du championnat des pilotes. Tout à fait, si tu peux garder cette constance-là, Byers est à surveiller. On l'a vu la saison dernière au sein de cette série. Eh bien, voilà, on le voit deuxième position pour commencer cette saison. Et pour rappeler d'ailleurs, il n'y a plus de classement pro pour ceux qui se demandent. Donc, c'est vraiment un classement général. Et les Silver peuvent s'y joindre. Si on finit dans le top 10, les AM également. Si on finit dans le top 10 du côté autant des Silver que des AM, on fait des points. Donc, vraiment, ça peut être primordial dans certaines situations de leur côté. Maintenant, du côté des Silver, c'est Alexis Germain, on a fait une très belle course. On l'a eu en entrevue d'ailleurs et ça a été
je pense de son côté, on était un peu surpris de voir faire ce genre de performance-là. Et même chose du côté de Francis Bellon. Lui, on l'a pas eu en entrevue, malheureusement, on l'a raté un peu. C'est parti remise, selon moi. Là, on va le revoir là, donc vendredi prochain, s'il gagne, évidemment, en âme. Donc, vraiment, ces deux-là, d'après moi, vont être à surveiller tout au long de la saison. Et d'ailleurs, un petit mea culpa de mon côté, on va essayer d'aller faire un peu plus dans le bas du classement. Il faut dire que le logiciel qu'on utilise là, pour la diffusion ne va pas tout à fait. On voit pas tout à fait les différences entre les différentes classes. Donc, c'est un peu plus compliqué, malheureusement, de situer où on est. Par contre, on va travailler fort là-dessus pour que justement ceux qui sont un peu plus bas, mais qui vont se battre pour des positions en tête, aient des chances de le faire, de se faire voir à l'écran également. Donc, c'est pas mal. Donc, Luc, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, c'est pas mal si complet, je pense, le côté EGT. Non, je m'apprêtais exactement à passer la rondelle aux deux coéquipiers qui sont en haut, à Pierre-Luc Dallaire et Éric Godot-Drapeau, parce que je pense que vous avez connu une semaine assez rocambolesque au cours des 5 derniers jours. Oui, ça a été quelque chose, mon cher Eric. Juste au niveau de la diffusion, on a eu quelques difficultés. Tu as fait une job que je considère colossale pour nous mettre en onde à 2 reprises. 2 fois plutôt qu'une. Donc, ce vendredi dernier, c'était la première manche de la série NASCAR Cup Chaudière Vallée-Jonction, de l'autodrome Chaudière Vallée-Jonction, mes excuses. C'était le 360 Nitro .TV 125. Sur le mythique circuit du Daytona, Eric, on a eu toute une course. Oui, pour refaire un léger récapitulatif là, de tout ce qui s'est produit, bon, on reparlera dans quelques instants de la course en tant que telle. C'est sûr que nous, au côté de la diffusion, on avait eu des problèmes techniques qui se sont résolus au cours du week-end et on a pu rediffuser cet après-midi même la course qui devrait être mise à jour et téléversée sur YouTube et donc disponible en 1080p 60 dès la fin de la soirée. Donc, sera disponible d'être revisionné à tout moment. Donc, un gros travail d'équipe aussi. Là, je ne vais pas prendre tout le crédit là-dessus. Là. Il y a quand même toute l'équipe SFTV derrière qui s'est attelée à la tâche là, pour réparer ce qui était légitimement, là, on peut dire, un bobo informatique, là, d'équipement informatique là, à ce niveau-là. Pour la course en tant que telle, écoute, on a le droit à un excellent spectacle. 20 premiers tours un peu plus tranquille. Ce qui était à prévoir du côté de Daytona, il ne fallait pas s'attendre non plus à ce que les pilotes sortent le couteau entre les dents et qu'on se retrouve avec plusieurs neutralisations. Ça a été très calme et très civilisé. Première neutralisation, tout juste à la fin du premier segment qui a eu lieu suite à un dérapage à l'entrée des puits. Ça a un petit peu chamboulé les cartes. Et par la suite, on va dire malheureusement, il y a eu ce qu'on pourrait appeler l'hécatombe. Littéralement un big one à la Daytona qui a été récolté les espoirs de plusieurs pilotes dans cette épreuve, notamment Fred Moreau, notamment j'avais vu Alex Guillon, lui c'était le tête à queue qui a fait au début à l'entrée des puits, qui lui a coûté des précieux points au classement. Sachant par contre que dans cette série, il y a 10 épreuves en saison régulière et que le vainqueur de la course ne se qualifie pas pour les séries éliminatoires, on y va purement au point, mais il y a encore de l'espace, de la marge de manœuvre pour ces pilotes-là de se reprendre. On a une très belle conclusion d'épreuve, un peu plus mouvementée, un peu plus d'action, un peu plus de brasse camarade aussi. Mais c'est François Benoît dans la 711 qui a triomphé de brillante manière, poussé jusqu'à la toute fin par Frédéric Ladouceur. Et ils ont été secondés à la ligne d'arrivée par. Ils étaient 3. Et c'était Steve Drouin au 3e rang chez KMR Warrior. Mais au classement, Pierre-Luc et messieurs, c'est François Benoît, Jean-François Pilote et Frédéric Ladouceur. 3 pilotes, on peut dire, de l'équipe Lavoie Motorsports. Z28 pour François Benoît et iRock pour Pilote et la douceur. On a changé les lettres A, B et C qui étaient là de façon provisoire, si je peux dire ainsi, pour avoir des noms officiels. Ils sont suivis de Steve Drouin et Jean-Raphaël Morin qui conclut le top 5 devant son coéquipier Bruno Père-Pinchot chez Road Dogg Racing. Donc, on a quand même quelques équipes qui ont réussi à se démarquer dans cette épreuve de Daytona qui, de façon générale, est vue comme une épreuve coup de dé. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas quel genre de résultat on peut obtenir. Je pense que du côté de certains pilotes, on va être très satisfait de cette sortie. Il y en a d'autres qui voudront reprendre les choses en force dès vendredi du côté de Atlanta. Division qui débute sur les ondes de CFTV dès le coup
de 19h50, donc à ne pas manquer la deuxième épreuve de la saison. 20h50, tu veux dire, Eric. 20h50, merci de la correction. Oui, 19h50, c'est ce qu'on parle au prochain segment d'ailleurs. Donc, mes excuses, donc 20h50, c'est un petit lapsus de ma part. Sur les ondes de CFTV, donc la deuxième épreuve de la série NASCAR Cup, Autodrome Chaudière Vallée-Jonction, qui sera du côté du Atlanta Motor Speedway. Un bon vieux cookie cutter, un 1000,5, très bosselé, une vieille surface qui va être très dommageable sur l'avant droit. Va demander aux pilotes d'être très prudents sur la mécanique, de préserver ses pneumatiques. Surtout si la température de piste est très élevée. Ça va être une piste de configuration. J'ai bien hâte de voir qui va avoir le meilleur outillage de préparer pour cette course. Ça s'annonce très intéressant, surtout qu'on devrait voir la crème remonter au sommet sur un tracé de la sorte. Je vais juste compléter en disant que pour les grands gagnants de cette course-là, du moins le grand gagnant, pas au niveau de la première position, mais mention honorable à Steve Drouin, qui n'a pas qualifié sa voiture. Il est parti au 37e rang et il a terminé 3e. Quelle course dans son cas! Et mention honorable aussi à Yvan Hébert de la numéro 19, qui a gagné 26 positions pour amener la seule Toyota dans le top 10. Donc, évidemment, il y a beaucoup moins de Toyota que de Chevrolet. Il y a 26 Chevrolet pour 10 Toyota dans la série actuellement. Et il y a une voiture Ford aussi. Je tiens à le mentionner quand même. Il n'y en a qu'une, mais du moins, il y en a une. Donc, je ne sais pas si c'est l'hécatombe qui a causé ça, là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de voitures qui ont été impliquées, beaucoup de ferraille qui a été ramassée par les commissaires de piste ainsi que les mécanos dans les stands. Il y avait beaucoup de devantures de voitures qu'on ne voyait plus grand-chose à part les tubes. Ça, je vous le confirme. Il y avait au moins une douzaine de voitures qui étaient comme ça. Rapidement, Pierre-Luc, pour conclure, en rédigeant le classement pour la diffusion de vendredi, j'ai été un peu surpris de voir qu'il y avait quand même 5 absents, dont des gros noms. Il manquait Jean-Philippe Bergeron, Félix Gratton n'était pas là, Dave Coursol n'était pas là, et un vétéran comme Yves Pellan non plus. Ça, c'est 4 noms. Et il y a Fred No également qui n'était pas là, qui est, à mon expérience personnelle, un nom que je connais moins, mais possiblement qu'il peut faire sa marque lui également. Donc, si on rajoute ces 5 pilotes-là au lot de pilotes qu'on a eu la semaine dernière, vendredi dernier, du côté de Daytona, je m'attends à un top 20 qui va être extrêmement compétitif. Le top 5 devant, ça va être chaud, ça va être serré. On risque d'avoir un excellent spectacle. Tout à fait. Tout à fait, et si je peux ajouter également mon petit grain de sel là-dessus, et c'est un glissade très positif, honnêtement, de voir le départ où je pense qu'on a été 19 tours sous le vert consécutifs. Oui. Franchement, sur un super speedway, je suis charmé. Je m'attendais vraiment pas à un 19 tours consécutif comme ça. Vraiment, chapeau, ça veut dire que les pilotes ne sont pas triés sur le volet, on les prend. On essaie d'avoir des bons pilotes, d'avoir quelque chose. La discipline, elle est là. Oui. Et vraiment, ça augure très bien pour le reste de la saison de ce côté-là. Vraiment, c'est une très belle édition de ce côté de la SFTV. Comme on dirait à une certaine époque, discipline. Bon point, Luc. Oui. Donc, là-dessus, c'est ce qui complète notre segment Sim Racing. Par contre, je dis que ça complète, mais c'est pas vrai parce qu'on a le segment numéro 2 qui est le segment Découvrir votre série. Donc, qui continue encore cette semaine. Par contre, ce n'est pas en direct. C'est un segment que j'ai enregistré plus tôt cette semaine, donc avec Martin Bélanger, donc de la série GT Championnat Québec. On a eu une petite discussion. T'es-tu en train de me dire qu'on est rendu avec tellement de contenu qu'en plus, il faut qu'on rende du stock qu'on fait à l'extérieur de la balado? Ça ressemble à ça, en fait. On est rendu avec 2 diffusions en direct en même temps le vendredi soir, sachant que dès ce vendredi, on va en avoir 2 fonctionnels. Oui. En passant, je veux le répéter, le gros merci à Olivier surtout pour la gestion de crise, si je peux le dire ainsi. Je pense que le moral vendredi soir avait été assez affecté, mais au cours de la fin de semaine, ça a été un gros travail pour trouver le bobo et le corriger de façon rapide pour qu'on soit en mesure non seulement de rediffuser cet après-midi, mais en plus d'être prêt et d'offrir la qualité SFTV à la Ligue de LM Productions qui, à mes yeux, avoir la qualité de l'organisation de cette ligue-là jusqu'à maintenant, avoir la qualité des pilotes, méritait qu'on fasse un travail en double pour ramener les choses à l'ordre. Eric, je te l'ai toujours dit, une tour d'ordinateur, ça va pas à côté d'un poêle à bois. Quand est-ce que tu vas finir par comprendre?
Mais j'essayais de faire cuire des omelettes sur mon processeur, OK? Il fallait pas dire c'était quoi qui était arrivé, mais voilà, ben, vous savez maintenant. Par contre. T'as peu, j'ai juste dit de pas mettre l'ordinateur à côté du poêle à bois. Non, Après mais ça, si c'est messieurs, ça, c'est pas Si ma t'as faute. besoin, Eric, moi puis Olivier, on connaît une couple de vidéos sur YouTube. Là, on te les enverra à la fin, Mais à la fin du podcast. c'est une défaillance d'un Tu vas composant. voir, tu Ouais. vas être servi à soi. Je Ouais. tiens à le mentionner, messieurs, c'est la défaillance d'un composant. Ça s'est Ouais. produit et c'est un problème qui est apparu dès la soirée de vendredi. Là. Ça a pas, Ouais. on s'est préparé pendant plusieurs semaines avec le visuel, les tests pour être prêt pour le vendredi. C'est le vendredi soir que ça a littéralement été découvert, là, ce problème-là, qui a fait en sorte que le visuel, évidemment, ne suivait pas du tout. Là. Donc, problème de surchauffe, là, Luc l'a mentionné. Donc, ça a été corrigé, ça a été remis à neuf et je peux vous dire une chose, je suis très satisfait là, du résultat final. qu'on a Mais réalisé. en fait, Eric, juste avant de conclure cette petite parenthèse-là, oui, merci beaucoup des remerciements, mais Pierre-Luc Dallaire a beaucoup aidé également. Donc, Pierre-Luc, merci beaucoup également là, pour le petit support sur le côté. C'est quand même toi l'informaticien maison, si on veut. Donc, vraiment, je suis pas tout seul là-dedans. SFTV, on est un groupe, on a chacun nos forces, nos faiblesses. Et franchement, c'est un travail d'équipe là-dessus. Donc, un merci à tous. Et merci à vous tous également qui nous regardez présentement pour votre confiance. Vraiment, on apprécie énormément. Là-dessus, eh bien, pour revenir à notre deuxième segment, donc, j'étais championnat Québec. J'en parlais très rapidement, mais on va y revenir après l'entrevue qui va. Donc, on va vous diffuser dans quelques instants. En gros, la saison qui sera diffusée, c'est la Division 1. Donc, Division 1 Taxi du Nord qui retrouve vraiment les 14 meilleurs pilotes de Gran Turismo Sport. Je dirais pas au Québec, mais on n'est pas loin des 14 meilleurs. Pour vrai, là, le calibre est très élevé. J'ai vu la pratique qu'ils ont fait vendredi il y a 2 semaines et le calibre était là. Donc, vraiment, vous savez vous avez une petite idée à quoi vous attendre. Là-dessus, bien sans plus tarder, je vais vous laisser avec l'entrevue. On se retrouve dans une quinzaine de minutes pour parler un petit peu plus en détail. Et on est en direct avec Martin Bélanger du GT Championnat Québec. Tout d'abord, bonjour Martin. Ben, salut Olivier, merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, en fait, pour cette petite entrevue, donc de présentation de la série. Tout d'abord, Martin, ma première question pour commencer le tout, comment est-ce que c'est parti ça, GTCQ? GTCQ, ben écoute, on roulait pour s'amuser hein, quand que le jeu est sorti en 2017. Puis à un moment donné, on s'est dit, bon, on pourrait peut-être faire un petit championnat entre nous. Tu sais, on était 10 pilotes, puis on était comme des amis, si tu veux, ou des contacts qu'on avait sur PlayStation. Puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, on voulait avoir un peu plus de pilotes. Fait qu'on a passé des annonces sur Facebook. Puis là, ben, c'est là que ça a commencé. On est tombé à 2 divisions, 3 divisions, 4 divisions et maintenant on est rendu à 5 divisions. Le championnat a été créé en 2017, le 2 décembre 2017 exactement. Et puis depuis ce temps-là, ben, on est rendu à la 9e saison, je crois, oui, depuis presque 3 ans. C'est ça, comme je te disais, là, le 2 décembre prochain, ça sera l'anniversaire, 3e anniversaire de la GTCQ. Puis avec ce temps-là, ben, il y a d'autres mondes qui est arrivé puis qui a voulu s'investir dans le championnat. Puis maintenant, ben, comme je te disais, on est rendu à 5 divisions, pas loin de 80 pilotes. Puis on a un beau championnat et on a une belle communauté là, de GT Sport au Québec. Oui, championnat quand même assez relevé, là, si on regarde au niveau, entre autres au niveau de la Division 1, mais on dit Québec, mais il y a quand même des gens d'un peu partout dans le monde là, qui se sont joints à ce championnat-là. Oui, effectivement. Ben, en faisant des compétitions aussi ailleurs, on a une équipe au Québec, la TGTCQ, qui fait on a une quinzaine de pilotes là, dans l'équipe qui fait des compétitions un peu partout en Europe, parce qu'on sait qu'en Europe, c'est très fort, GT Sport. Hein, il y en a des équipes Tout à fait. sponsorisées, il y a des gros championnats qui se passent là-bas. Fait qu'on s'est infiltré avec le temps en faisant des événements européens. On a fait aussi la GT Fusion, qui est un championnat mondial des équipes.
C'est le gros championnat, ça fait à peu près 13 ans que ça existe. Et puis, et c'est ça. Quand on a participé à ça, ben, s'est fait des contacts et maintenant, ben, c'est ça, on a des pilotes de l'Europe qui viennent courser avec nous une fois de temps en temps. Pas tous les saisons, parce qu'on sait que l'horaire est un peu compliqué, hein. On a 6 heures de différence avec l'Europe. Mais quand on fait des événements ou tout ça, ben, ils viennent de participer à nos événements. Puis c'est vraiment le fun. On a une belle communauté aussi en Europe pour GT Sport. Puis c'est ça, on a fait connaître la GTCQ avec l'équipe quand on a fait des événements puis des compétitions. C'est intéressant d'entendre ça, justement, de voir qu'au Québec, on s'organise à ce niveau-là. Et comme tu mentionnes, bien, GT Sport reste quand même une plateforme qui est très forte en Europe. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus, justement, eh bien, entre autres sur ES1, qui est maintenant une chaîne disponible au Canada, eh bien, vous allez voir, là, si vous voulez voir la course automobile, sur cette chaîne-là, qui est une chaîne d'e-sports, vous allez voir du Gran Turismo Sport à côté, je vous le garantis. Ah ouais. Ouais, donc petite plug gratuit pour un diffuseur auquel on n'est pas affilié, soit dit en passant. Tu parlais des 5 divisions tout à l'heure, Martin. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu comment la structure un peu de GTCQ? Bon, la GTCQ, ben, comme je te disais, avec le temps, il y a des gens qui se sont ralliés avec nous, qui étaient passionnés de la course, mais aussi de l'organisation. Et puis, ça nous a permis d'ouvrir d'autres branches dans la GTCQ. Et puis là, on est rendu avec l'académie. L'académie, elle, s'occupe de prendre les nouveaux pilotes qui veulent participer au championnat. Faut préciser là, qu'un pilote qui commence à la GTCQ ben, va passer par l'académie avant d'intégrer le championnat. L'académie, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va encadrer le pilote. Elle va l'aider sur le point de vue de conduite. Elle va l'aider aussi à apprendre le système, tous les systèmes, règlements du championnat. En tout cas, en gros, là, c'est de préparer le pilote pour quand il soit prêt, va intégrer une division dans le championnat. Et ça nous permet aussi de choisir des pilotes aussi parce qu'on est très pointilleux sur le fair play, hein. Ce qui est très important. Piste est très important, puis c'est le même dans tous les championnats de toute façon. Fait que c'est ça. L'académie nous permet là, de passer les nouveaux pilotes par là, des encadrer, et après ça, des mettre dans le championnat la saison d'après, si tu veux. Puis si on voit que le pilote, ben évidemment, là, si le pilote n'est pas fair play ou il ne respecte pas les règlements, ben il va quitter l'académie tout simplement, mais c'est ça. C'est un filtre pour GTCQ. Après ça, ben, on a notre chaîne aussi qu'on a créée. On a des gens qui sont arrivés et qui ont voulu mettre du temps sur les diffusions, si tu veux, de nos courses. Puis ça aussi, on a une équipe pour ça à la GTCQ qui s'occupe vraiment juste des diffusions pour diffuser des courses. Puis en même temps, comme je te disais, en faisant des compétitions, ben, on a eu des demandes pour diffuser dans d'autres championnats ou sur de la F1 aussi. On fait de la F1 sur la PS4. Justement, on avait une diffusion là, dimanche là, pour le championnat LAS eSports qui font de la Formule 1 sur PS4 au Québec. Et puis, comme ça, on a des contacts pour les diffusions. On prend des contrats ailleurs aussi, pas nécessairement juste des courses de la GTCQ. Et puis, ben, le championnat, ben, c'est ça, c'est 5 divisions. En arrière de tout ça, il y a un staff qui travaille là-dessus. On a un comité de discipline aussi parce qu'on a un système de pénalités. Alors, ça demande des revisions pour décortiquer les courses puis donner les pénalités aux pilotes s'il y a lieu. Alors, on a une autre branche aussi qui fait partie de la GTCQ, qui est le comité de discipline. On a 9 personnes là, qui travaillent sur la discipline du championnat, si tu veux, en gros. Fait que tout ce bon monde-là nous aide gratuitement et sont passionnés, puis c'est très apprécié d'avoir ça. Fait que ça nous permet d'emmener de la nouveauté aussi dans le championnat. Hein. C'est toujours ça, c'est une question d'avoir si on a du staff pour le faire. Oui. Et du temps. Ça, le temps et le staff, là, c'est des denrées de plus en plus rares. Ils sont là comme ça. Je me demandais également, on parle des 5 divisions. Comment est-ce qu'on accède justement à ces 5 divisions-là, que ce soit de l'académie ou à partir des autres divisions? Comment est-ce qu'on décide qui va participer dans quelle division, essentiellement, au sein des différents championnats de la GTC? Bon, ben,
OK, ben on parlait de l'académie, mais c'est ça. Le pilote passe à l'académie, il y a des courses à faire. Normalement, pendant la saison du championnat, c'est la même horaire que la saison. Alors, on peut comparer les temps déjà des pilotes. On a le temps d'y voir aussi, hein. Ils doivent faire quand même quelques courses avant de. En tout cas, il y a une évaluation qui est faite sur le pilote. Et après ça, peut devenir, s'il y a déjà une saison entamée, mais il peut devenir remplaçant pour une bonne. On va être capable avec l'académie, on est capable de placer le pilote dans la bonne division, qui roule à peu près les mêmes temps. C'est impossible d'avoir une division où vraiment les gars vont courir au millième près ou au dixième près, c'est impossible. Mais au moins d'essayer d'avoir des pilotes qui courent à 1 seconde, point 5 de différence gros max là, dans une division. Fait que c'est ça. L'académie, elle, va s'occuper de bien placer le pilote dans la bonne division. Tout simplement. Ok, donc avec les temps, on est capable de Oui, savoir là où. exactement. Quand même assez intéressant de Oui, ce côté-là. oui, parce qu'ils ont la même formule que, Ah. que les pilotes dans le championnat. Fait qu'on peut comparer les résultats et les temps en moyenne en piste et tout ça. Ça demande beaucoup de logistique, hein, comme je te dis. On est chanceux d'avoir un bon staff. Là, on est quoi? On est une quinzaine de personnes qui s'occupent de tout ça. Alors, ça nous permet justement de nous faciliter la tâche pour bien placer le pilote dans la bonne division. Bien, c'est génial ça d'entendre ça, justement, ça permet de pouvoir avoir des courses qui sont très serrées, compétitives. Et selon ce que j'ai vu vendredi dernier lors de la course de pratique, vraiment, c'était très compétitif. D'ailleurs, la course de pratique que j'ai été voir, évidemment, c'était la course de Division 1 Taxi du Nord, celle qui sera diffusée sur les ondes d'SF TV. Pourrais-tu nous décrire un peu le format de la saison qui s'en vient, le nombre de pilotes, le nombre de circuits également qui vont être là, ainsi que d'autres choses auxquelles on ne pense pas tout le temps, là, mais ou que j'aurais pu avoir oublié en fait, et qui serait pertinent à savoir là, pour ceux qui nous regardent à la maison et qui ne connaissent pas tout à fait quelle est cette série. Ben, tout d'abord, la formule de cette première saison, hein, 2020-2021, les pilotes vont courser en GT3 et GT4 en alternance à chaque épreuve. Comme vous, là, vous diffusez la division 1 vendredi prochain, vont débuter la saison en GT3. Et Ok. après ça, la course d'après, ben, ils vont c'est ça, en GT4. Alors, il y a une alternance jusqu'à la 8e course parce qu'il y a 8 courses dans une saison. Et à la 8e, ben, c'est une classique à chaque saison. C'est une course qui est annoncée 2 semaines avant la fin de la saison, Oh. qui est complètement différent de la formule de la saison. Tout simplement. Alors, c'est ça. En gros, c'est pas mal ça. Dans les divisions, malheureusement sur GT Sport, là, ce qui manque, c'est le nombre de coureurs. Là. On est maximum 16 sur la piste. Et là, il faut compter les 2 diffuseurs aussi qui sont là dans le lobby. Alors, ce sont 14 pilotes. Fait que c'est pour ça que nous, notre formule, c'est 2 courses aussi. C'est pas une enduro de 60 minutes ou comme qu'on voit là. Ben, on a déjà fait ça aussi, mais on s'est aperçu que vu qu'on n'a pas un gros volume de pilotes sur la piste, on fait des 2 courses. C'est 2 courses d'environ là, de 30 minutes, mais c'est en nombre de tours. Puis c'est ça. Fait qu'on a 14 pilotes maximum par division. Et c'est pour ça aussi qu'on veut vraiment les bien classer dans chaque division. Pour avoir vraiment une belle course de 30 minutes intense avec de l'action. Puis, fait que c'est un peu tout ça là, pour la première formule, pour la formule de la première saison, excuse-moi. Puis, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal ça la formule cette année. Ah, formule très intéressante, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En terminant, Martin, je vais poser un peu la question est plus difficile un peu à répondre, on pourrait dire. Qu'est-ce qui fait en sorte justement que GT Sport est une plateforme incontournable pour ce qui est de la course automobile virtuelle, que ce soit au Québec ou au niveau international, pour toi? Ben, pour moi, ok, parce que GT Sport, eux, leur but sur console, c'est d'avoir un simulateur qui est accessible à tous. Eux, là, c'est vraiment ça leur but. Je connais les autres simulations aussi, là, comme iRacing, ben, Assetto Corsa sur PC, qui est un petit peu beaucoup plus technique. La simulation est un peu plus avancée aussi, mais on est capable d'avoir sur GT Sport quand même
une précision sur la piste, là, je te dirais que c'est pas un jeu d'arcade. S'il y en a qui disent que c'est un jeu d'arcade, c'est pas un jeu d'arcade. C'est quand même un jeu de simulation. C'est juste que le côté simulation qui est très technique, le côté PC, c'est ce qu'on n'a pas, ce qui manque dans GTA Sport. Mettons comme les températures, l'évolution du temps, ce qui manque ce qu'il y a sur PC, mais ce qu'on n'a pas dans GT Sport. Je te dirais qu'il l'avait pas dans iRacing jusqu'à il y a un an, donc Ah, là-dessus. ok. Donc là-dessus, Ok. GT Sport en manque pas tant que ça au final. Si on parle vraiment de ce côté-là, c'est pas la fin du monde. Oui, ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, c'est ça. Il y a juste des petites différences qui fait, mais quand même, GT Sport est très populaire sur PS4. C'est quand même un jeu très populaire. Je pense qu'il y a au-dessus de 5 millions de participants sur GT Sport là, partout dans le monde. Et ça a pris beaucoup de place en Europe, mais aussi avec la FIA. Quand la FIA, qui est le partenaire de Gran Turismo, ben maintenant, tu peux te qualifier en ligne, si tu veux, pour participer au World Tour à chaque année. Et je pense qu'ils choisissent 2 pilotes par pays, si tu veux. Là. Mais aussi, GT Sport, ce qui est arrivé, c'est que GT Sport, c'est une transition entre le GT6 et GT7, qui a été basée vraiment pour le jeu en ligne. Parce que quand le jeu est sorti, il n'y avait pas le mode campagne était très minime. Il n'y avait pas je sais pas si tu as déjà joué aux anciens Gran Turismo, mais tu avais un genre de mode de carrière. Il fallait que tu passes des permis aussi, Oui. des tests de conduite, tout ça. Il y avait tout enlevé ça, puis ils ont juste mis le mode en ligne. Et c'est là, depuis, là, je te dis, fin 2017, là, il y a une explosion de championnats partout dans le monde. Tu as aussi la GT Fusion, comme je parlais là, tantôt, c'est la GT Fusion, c'est le championnat mondial par équipe, qui est très populaire depuis une dizaine d'années. Puis, c'est assez vivant, la communauté sur GT Sport. Puis, comme je te dis, c'est peut-être plus accessible pour tous aussi, ce côté de Gran Turismo. Puis, je pense que c'est leur but aussi, parce qu'on le sait que ça coûte de l'argent, la simulation. L'équipement, si tu roules sur PC, ça te prend quand même un ordinateur minimum là, pour fonctionner là, avec les simulateurs. Puis l'équipement aussi beaucoup plus dispendieux sur PC que sur console. Alors, c'est pour ça que c'est tous des petits détails, ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs, si tu veux, sur GT Sport un peu partout dans le monde. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de compétition aussi pour les équipes. Il y a des équipes sponsorisées aussi, surtout en Europe. En Amérique, peut-être, mais c'est très développé, comme je te dis, là, de l'autre côté de l'océan. Donc une plateforme de choix qui est très accessible pour beaucoup de gens, pour des gens qui, du côté PC où ça prend absolument un volant pour participer avec des pédales et l'ordinateur qui est assez fort, bien au moins avec une console ici. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des manettes justement, qui ont vraiment avec la manette dans le championnat? Je te dirais, il y en a peut-être. Il y en a peut-être, je pourrais compter sur ma main, là, sérieusement, dans le championnat. La plupart, ceux qui sont compétitifs, c'est plus avec des setups, des volants. Là. On course tous avec des volants. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est parce que ça désavantage le pilote de course à la manette, tout simplement, sur l'usure des pneus, sur la consommation d'essence, tout ça. C'est beaucoup moins précis qu'une manette. Alors, quand tu fais des compétitions ou tu participes à un championnat, normalement, la plupart ont des volants. Ah, ça répond pas mal à ma question parce qu'en fait, je me posais la question à savoir s'il y avait un désavantage donné à la manette versus le volant et ça répond très bien à la question que j'avais par rapport à ça. Donc, vraiment, ça reste quand même une simulation qui est abordable, qui est accessible à tous. Et oui, avec un simple G20, G29, je mélange toujours entre le G29 et le G920. G920 est pour la Xbox One. OK. Là-dessus, donc c'est le même volant, soit dit en passant, c'est vraiment juste Xbox One ou PS4. Donc vraiment, avec simplement ça, on est capable d'accéder donc à cette simulation et d'avoir du bon temps et même d'être compétitif. Là-dessus, Martin, merci beaucoup de m'avoir donné cette courte entrevue et je te souhaite bon succès, bonne continuité pour GTCQ. Ben, merci à vous, puis je vous souhaite une très belle saison, toi et Luc, pour cette nouvelle aventure avec la GTCQ. Puis je souhaite une très belle saison de sim racing à tous les pilotes au Québec, peu importe la plateforme. Bien, merci beaucoup. Merci à toi.
Et nous sommes de retour après cette entrevue donc, que j'ai réalisée avec Martin Bélanger de la série GT Championnat Québec. Donc, pour faire un petit résumé court sur ce qu'il nous a dit, en fait, il a bien présenté la série. D'ailleurs, on va rediffuser ça au début de notre reportage vendredi pour cette première course qui va être sur... pour ceux qui connaissent un peu Gran Turismo, eh bien, sur le circuit Blue Moon Central A, donc qui est un circuit... un roval en fait essentiellement, donc un circuit ovale, mais où on va utiliser la portion intérieure du circuit, donc un circuit vraiment à l'américaine, où il va faire un peu penser à un circuit un peu comme le Lausitzring par exemple qu'on avait en Allemagne, on a vu en Champ Car il y a plusieurs années, il y a quasiment 20 ans d'ailleurs, ça fait longtemps, donc vraiment ce genre de circuit là. En gros, 2 épreuves par soirée. C'est 2 fois 27 tours. C'est du GT3 donc qui va être utilisé cette semaine. Dans 2 semaines, eh bien, ce sera du GT4 qu'on va aller faire et on alterne comme ça entre chaque ronde. Ce que vous pouvez vous attendre pendant les diffusions, eh bien, c'est entre les deux épreuves, une entrevue avec le gagnant de la première épreuve, une entrevue avec le gagnant de la deuxième épreuve, après la deuxième épreuve évidemment, et tout ce qui vient avec ce que CFTV vous présente d'habitude, donc ça reste assez classique, mais la différence c'est qu'on va être sur PlayStation 4 au lieu de PC, donc une nouveauté pour nous, mais qui franchement est, on pourrait dire, la bienvenue, quand même assez intéressant comme concept. J'ai vraiment hâte de diffuser ça va me sembler être très excitant. Ça va être très excitant. Ça va être très excitant, surtout que surtout que pour avoir longtemps joué à la plateforme de Gran Turismo qu'on a vu au cours des dernières années, que j'ai eu la chance également de piloter entre 2010 et 2015. La plateforme s'est améliorée quelque peu et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça donne une variété de voitures qu'on n'a pas accès sur différents jeux de simulation de course automobile qui existent. Là, je pense notamment à Assetto Corsa et à iRacing, là, pour ne nommer que ceux-là. Alors qu'il y a une plus grande variété de voitures. Aussi, ce qui est plaisant, c'est que, bon, comme Martin le mentionnait, il y a un championnat international sanctionné par la FIA au niveau du e-sport. Lewis Hamilton également s'est rapproché avec Gran Turismo au cours des dernières années afin d'aller chercher un petit peu plus de visibilité et surtout de reconnaissance. Il y avait même un concours à un certain moment donné au cours des 18 derniers mois, je pense même que c'est dans les 12 derniers mois notamment, qu'il fallait battre le temps de Lewis Hamilton sur le Nürburgring GP Grand Prix SREC avec une voiture Mercedes, si ma mémoire est bonne aussi. Alors, on sent vraiment que Gran Turismo là, a véritablement un peu, comment je peux dire ça, un petit peu la faveur aussi de tout ce qui est très près, très haut placé là, au sein de la FIA. Je te seconde là-dessus, Luc. Les compétitions européennes en e-sports, du moins dans le sport électronique de sim racing, sont largement basées sur cette plateforme-là de Gran Turismo Sport. Donc, c'est un bel opus là, que de voir une communauté québécoise qui s'y développe. Et moi, ce que j'ai retenu de cette entrevue-là, messieurs, c'est 5 divisions. 5 divisions. Étape numéro 1, chapeau. Plus Chapeau l'académie. pour la gestion, plus l'académie. Donc, chapeau pour la gestion de tout ça. Et peut-être que, bon, on m'a soufflé à l'oreille dans cette entrevue-là, 14 pilotes dans une grille. Moi, s'il y a 5 divisions, je m'attends à avoir une grille de 14 pilotes. Ça va être serré sur un méchant bout de temps. Ça va être compétitif. Ça va être par choc à par choc. Ça va être des dépassements. Ça va être de l'action. On pense que la grille n'est pas énorme versus peut-être ce qu'on est habitué. Je pense au iRacing Challenge, on a des grilles de 35-40 pilotes parfois, d'autres compétitions, etc., où est-ce que les grilles sont beaucoup plus garnies. Moi, en ce moment, ce que j'ai l'impression, c'est que même si la grille n'est pas garnie, ayant tellement de segmentation de calibre, le calibre supérieur, ça risque d'être tout un spectacle à voir. Oui, et j'en parlais justement avec Martin Bélanger hors d'onde. Et le but, justement, c'est d'avoir vraiment des pilotes très près un de l'autre en termes de calibre. Donc, dans les saisons dernières, ce qui m'expliquait, c'est que justement, dans chaque division, toutes les courses étaient extrêmement serrées. Peut-être juste la division, la 5e division, ou la division la plus basse, où c'était moins serré. Et c'est normal, c'est là que le calibre, généralement, va être plus diffus, si on veut. On va aller chercher un peu de tout. 4e division à la limite. C'est normal. C'est la nation de la bête. Par contre, les premières divisions,
Une simple erreur va faire en sorte qu'on va perdre 4 positions. C'est dans n'importe quelle série de courses automobiles, c'est le principe. Donc, ça va être vrai également et ça va donner de la course excitante. Comme je vous dis, j'ai vu la course de préparatoire, la course de pratique qui avait été tenue il y a 2 semaines et c'était du bonbon. Donc, j'ai réellement hâte à vendredi. Donc, sur le coup de 19h45, c'est là qu'on va débuter pour représenter cette entrevue pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et à partir de 20h, la qualification et la course, la première course qui suivra par la suite pour débuter cette saison diffusée sur les ondes de DSF TV. J'espère surtout juste de ne pas tomber sur une mauvaise saveur de Jelly Bean, hein, vu qu'on parle de bonbons. Mais j'espère que ça va être vraiment un bon Jelly Bean à la framboise qu'on va voir dès le départ. Puis, tu sais, on parle souvent de l'importance d'avoir des grilles pleines, des grosses grilles. Puis, Ali, tu l'as mentionné aussi. Je suis comme de l'école mi-chemin. Je Moi aussi. pense que j'aurais aimé ça un petit peu plus. Mais Tu sais, je pense que la simulation ne le permet pas, c'est là le problème. exactement, c'est ça. C'est parce qu'il faut comprendre que souvent, Gran Turismo, vous êtes limité, tout dépendant des serveurs, entre 14 et 16 pilotes par division. Donc, c'est ce qui vient un petit peu resserrer la chose. Mais tout de même, euh, dans les circonstances, on étire la sauce au maximum. Si on peut voir, éviter, et je pense qu'on est habitué de le voir, on est habitué de le voir dans les séries qu'on diffuse, là. Je pense à iRacing Challenge, puis également le GT Challenge là, sur Assetto Corsa. Tu sais, ça vient facile de voir des voitures prendre un tour au retardataire. Puis là, dans ce type de championnat-là, si tout le monde termine à plus de 30, si le premier termine à plus de 30 secondes du 14e, ça va arriver de façon extrêmement rare aussi. C'était un début justement là, d'éviter qu'il y ait des retardataires. Ça faisait partie un peu de la vision de la chose, de pourquoi on a fait des divisions comme ça. Et ça permet en même temps de faire la diffusion. C'est-à-dire qu'on est 14, oui, mais c'est 2 parties qui sont réservées pour les diffuseurs également. Donc, dans ce cas-ci, ça permet justement d'avoir des règles complètes et en plus, ça permet d'avoir une diffusion et un contrôle absolu sur ce que l'on voit à l'écran. Donc, vraiment, que dire de mieux? Donc, je répète le rendez-vous vendredi 19h45 sur les ondes de TSF TV pour la première ronde de la saison du GTCQ Division 1 Taxi du Nord. Maintenant, messieurs, je pense qu'on va se faire un peu de plaisir parce que il y a eu énormément de nouvelles. Mais avant, je veux vraiment qu'on fasse un petit détour rapidement par l'IndyCar parce que la grosse bombe qui est tombée également aujourd'hui, il y en a une autre, on y revient. Vous savez tous à quoi ça revient, vous le voyez à votre droite, à votre gauche. Là. Mais je vais commencer par Jimmy Johnson, confirmé chez Chip Ganassi pour 2 ans. 44 ans qu'on a dit, 45 ans, le Il monsieur va avoir Johnson. 45 ans le 17 septembre. Ouf. Les Écoutez- forger dans une IndyCar, c'est pas négligeable, mais il a le culot de se réinventer, ce Jimmy Johnson, après ce que j'appellerais pas nécessairement une fin de carrière difficile en stock car, mais une fin de carrière un peu moins à l'image de la domination qu'il a eue au milieu des années 2000. Personnellement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir un Jimmy Johnson contre des jeunes loups qui, je pense à un Alexander Rossi, je pense à des Pat Howard, pas juste sur des ovales, mais sur des circuits routiers aussi. C'est là que je pense que Oliver Jimmy Askew Johnson aussi. va devoir nous démontrer toute sa versatilité comme pilote de course. Il a fait un driver swap, si je me souviens bien, c'était avec Avec Alonso. Alonso du côté de Bahreïn, si ma Oui, mémoire est bonne. exactement. exactement. Donc, il a Il y a fait de la un an et demi. monoplace. Je suis pas mal certain qu'on va être surpris de Il des était performances d'un compétitif en Jimmy plus, si je ne me Johnson. trompe pas. À mon Et avis. voilà. Oui, autant lors des essais avec Scott Dixon avec Chip Ganassi en juillet, autant qu'avec Fernando Alonso. Même Alonso disait Seigneur, OK, il est pour quelqu'un qui est habitué de chauffer du stock car, il est très, très rapide en monoplace. Et j'ai hâte de voir sur circuit ovale. J'en ai quelques-uns qui vont se dire bon, voici un septuple champion de NASCAR, on va lui montrer quel bois on chauffe en monoplace. J'ai hâte de voir ces jeunes-là se faire ramener à la monnaie de leur pièce par Johnson. À mes yeux, une acquisition pour le sport de l'IndyCar qui est absolument non négligeable. Ce qui me surprend dans ce qu'on voit actuellement, c'est que généralement, c'est le cheminement contraire qu'on va voir. Des pilotes qui, dans la vingtaine, 25 ans, 30 ans, vont faire soit de la Formule 1, du IndyCar, et qu'arrivé à 35, 36 ans, on va aller du côté du NASCAR. On va essayer quelque chose d'autre. Ce qui me surprend dans le cas de Jimmy Johnson, c'est
les disciplines comme l'IndyCar, par exemple, quand on sait que la voiture, en tant que telle, n'a pas d'assistance, ou à peu près pas, là, du moins pas de ce que je me rappelle, là, il faut avoir les réflexes aiguisés, mais c'est un moyen temps pour chauffer ce type de voiture-là. Et Jimmy Johnson, depuis 2000 ou depuis 1999, si je ne me trompe pas, il court en NASCAR, n'a jamais couru dans d'autres disciplines, ou du moins à temps complet. Il est resté depuis belle lurette dans le NASCAR. Et là, du jour au lendemain, il s'en va conduire probablement une des voitures les plus difficiles à conduire au monde. C'est quelque chose. J'ai hâte de voir. Si vous dites qu'en plus, s'ils disent en plus qu'il était compétitif, vraiment à ce point-là, j'ai vraiment hâte de voir quel apport qu'est-ce qu'il peut apporter à Chip Ganassi l'année prochaine. Tout d'abord, je fais ceci comme ça. Merci, papa. Mais, mais sérieusement, je suis bien content pour Jimmy Johnson. Ce qui explique pour laquelle, lorsqu'il s'est fait interroger à de multiples occasions cette saison, hey Jimmy, à cause de la COVID, tu veux pas repousser ta saison de ta retraite d'une saison pour que véritablement, là, tout le monde ait vraiment la chance de te dire en personne sur les circuits, de dire au revoir à une série automobile que tu as marqué au même niveau que Weir et Leonard Senior. Il disait tout le temps non. Oh, on a quelques petits problèmes techniques avec Luc, malheureusement. Par contre, le point qu'il a mis est quand même assez pertinent par rapport à justement. Est-ce qu'on va réussir à. Est-ce que Jimmy Johnson n'aurait pas dû repousser d'une saison? J'avoue que c'est assez particulier par contre comme décision de son côté, mais vraiment, Luc, t'es revenu, donc je te laisse continuer ton Alors point. moi, je parlais avec Jimmy Johnson. Est-ce que à partir de où ça l'a coupé, juste pour être sûr? À partir de, tu disais qu'il venait de... Tu parlais de sa dernière saison. Ok, c'est ça. Il a Bon, repoussé d'une saison. c'est ça. On lui avait demandé de repousser d'une saison. Finalement, il ne voulait pas. Il disait, c'est le temps de passer à autre chose. Puis d'un autre côté, messieurs, que vous ayez quand vous avez le capitaine, puis que vous avez Ganassi qui vous téléphone, puis qui dit, hey Jamie, ça tente-tu de venir faire un tour à IndyCar? Sérieusement, messieurs, est-ce que vous diriez non à Roger Penske ou encore à Ganassi? Pensez-y 2 secondes. Non. Sachant Non. que Johnson a été fidèle à un Rick Hendricks tout le long de sa carrière qui lui a apporté 7 championnats. Signe en haut, signe en bas. Ouais, ça ressemble à ça aussi. Je suis un peu d'accord avec Pierre-Luc. Un dernier petit aspect qui m'intrigue, par contre, Jimmy Johnson, qui, bon, est un adepte de l'ovale, un adepte des circuits où il y a beaucoup d'espace. Je vais dire, il a roulé à Bristol, à Dover, à Martinsville, au Roval. Par contre, j'ai hâte de le voir sur un Long Beach. J'ai hâte de le voir sur certains circuits routiers urbains, un Détroit, où ce que le muret va venir vite. C'est là que j'ai hâte de voir quel genre de bois il se chauffe. Habitué aussi de pousser les autres voitures en NASCAR avec le bump and pass ou le bumping tout simplement. Il faut pas qu'il essaye ça en IndyCar, hein, ça va mal finir. Ça va mal finir. Mais moi, je trouve que c'est bon pour l'IndyCar. Ça va vraiment venir remousser la popularité du sport, ça, je pense. Puis déjà, surtout qu'on voit que l'IndyCar était en pente ascendante un peu au cours des dernières années. Si on compare au niveau de la croissance du NASCAR et de l'IndyCar, on voit très bien que l'IndyCar avait une croissance un petit peu plus rapide là, que NASCAR, tant en termes de revenus au guichet ou encore en termes de revenus publicitaires également. Donc, je pense que c'est vraiment dans la lignée que Roger Penske tente d'amener la série. Tout à fait. Donc, à suivre de ce côté-là. Donc, normalement, il devrait commencer donc, du côté de Saint-Pétersbourg la saison prochaine, si tout va bien. J'ai un feeling qu'on va avoir un début de saison du côté de Saint-Pétersbourg avec ou sans personne. Ça dépend. Mais on risque d'avoir un début de saison pour aller normal là, du côté d'IndyCar. Bref, c'est à suivre. Maintenant, eh bien, on va s'attaquer au côté croustillant. Oui, il y a la victoire de Pierre Gasly, mais je veux qu'on commence par la grosse bombe du jour aujourd'hui, donc mercredi le 9 septembre. Sergio Pérez ne reviendra pas chez Racing Point la saison prochaine. Connaissez-vous l'ami Bob? Oh! Connaissez-vous l'ami Bob, messieurs? Bye bye! Bye! Il est allé là! La grande porte est ouverte chez Racing Point. Évidemment, Lance Stroll, avec le podium qu'il vient d'avoir, le podium potentiel victoire échappée, en tout cas, une belle performance de sa part.
ils vont avoir un nouveau partenaire de danse chez Racing Point l'année prochaine et ça s'annonce. Bon, on sait que les rumeurs sont très fortes du côté de Vettel. C'est change des coups de coude, là, quand même. Ça vient d'ouvrir des portes. Maintenant, Perez quitte Racing Point. Est-ce que c'est son exodus de la Formule 1 ou il va se trouver un siège ailleurs? Je pense que j'ai quelques sièges disponibles dans des vieux baquets de moteurs Ferrari qui n'avancent plus. Mais je pense que Sergio Perez peut encore amener un rôle de vétéran, possiblement comme un pilote de test ou un numéro 2, mais les sièges sont déjà pas mal signés partout ailleurs. Messieurs, la question qui se pose, est-ce qu'il s'en va chez Haas ou chez Alfa Romeo? On va être direct, là. Est-ce qu'il s'en va chez Alfa Romeo ou Haas? Ça va être chez Haas probablement pour deux raisons. De un, les 2 sièges chez Haas sont injectables, littéralement. Et deuxièmement... Autant sûr qu'en dehors de la piste, là. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas oublier l'apport monétaire de Sergio Perez. Il ne faut pas oublier l'apport monétaire. Et Haas, on sait que dans les dernières années, côté monétaire, ça c'était pas de bon augure là, du côté de Haas. Donc, je pense que son apport monétaire risque d'être grandement apprécié dans cette écurie. Et ça va aller un petit peu dans la lignée également de chez Haas, c'est-à-dire avoir une équipe américaine. Ça, je pense que ça va vraiment rentrer dans le modèle de l'écurie à ce chapitre-là. Puis là, on parle des 2 sièges éjectables. On sait que Ferrari commence à avoir beaucoup de personnes qui poussent un petit peu dans la F2. Est-ce qu'on va avoir 2 pilotes de F2, un chez Alfa Romeo et un autre chez Haas l'an prochain? Je n'y crois pas, Je lance la personnellement. question comme ça. J'y crois. Allons-y dans l'ordre. On sait que Mick Schumacher fait des tests chez Ferrari ce week-end. Je pense que ça a été confirmé / secret Les polichinelle. 3 free practice, c'est lui 3. qui les fait à la place de Vettel. Exact. C'est confirmé. Hein? Oui. C'est qu'à la place de Vettel, les... Ouais. Je pense que Vettel n'était pas content que ses freins lâchaient ce week-end. Hein? Non. Mais Mick Schumacher le mérite à mes yeux. Il a remporté l'épreuve feature de F2 à Monza. Une épreuve bonbon. Bon, on a eu un cadeau en fin de semaine dans l'épreuve de Formule 1, mais j'adore suivre la F2 parce que c'est du spec racing, c'est serré, c'est des jeunes qui ont faim, qui veulent aller plus loin. Depuis qu'est-ce que j'ai pu voir au Grand Prix virtuel de Montréal, qu'on avait décrit, moi, Olivier et Luc, précédemment au mois de juin, je suis un peu accroché là, à ces quelques noms qu'on avait pu voir. Et j'ai bien du plaisir à les suivre. Allez, Mick Schumacher qui remporte la première épreuve. Je pense que c'est le 7e vainqueur différent en Formule 2 cette saison. Eh bien là, il a une chance au Mugello, dans l'antichambre, dans la cour arrière de chez Ferrari, de se faire valoir. Pas mal certain que chez Alfa Romeo, on va regarder ce que M. Schumacher Junior va faire ce week-end. Ben, Faut pas oublier qu'on a Giovinazzi... Callum Elliott aussi. Hein? Oui, Callum Elliott, Oui. mais je crois que celui-ci est chez... Il est dans le filière de Red Bull. Non, il est Non, chez Ferrari. Carlin. Et Ferrari Il est aussi. pas chez Avec Carlin. Wagner. Oui, et Ferrari. Par Avec contre, Crossman. messieurs, juste pour mentionner, Giovinazzi, ça fait 2 ans que c'est très moyen comme performance. Je veux dire, et je suis gentil en disant ça envers Giovinazzi. Très moyen. Nomme-moi un bon résultat de Giovinazzi. Oui. Bon, ben, faut dire que ta voiture n'est pas super non plus. Là. Mais c'est- c'est- Raikkonen a fait des points avec. Oui. Raikkonen a fait des très bons résultats de son côté. Façon de parler, évidemment, avec la voiture qu'il a. Donc, Raikkonen, d'après moi, il va rester une année de plus. Même si présentement, il est tanné. On le voit, il n'est pas content présentement. On l'a vu d'ailleurs quand il a demandé pour des couvertures chauffantes pour ses pneus. En cette qualification contre Ocon, il y en avait long à dire aussi. semaine. Aussi. Ah, Mais, ça, c'était dégueulasse. Ouais, mais Ocon là-dessus, il a un peu mérité. Il y avait un carton jaune à donner de son côté, mais ça, on va y revenir. Là. Pardon pour un changeon. Moi. Mais ça, de toute façon, c'est une entente à l'interne aussi avec Kimi Raikkonen. Ça a été entendu que tant et aussi longtemps qu'il voudra rester en Formule 1, il y aura une place pour lui chez Alfa Romeo. Et Donc, voilà. s'il veut courir jusqu'à 47 ans, il va courir jusqu'à 47 ans. Puis on va être choyé de voir un Kimi Raikkonen courir malgré tout. Je peux dire, il y a René Yaguer de la Formule 1. Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'avec Raikkonen, des épisodes bonbons, des communications bonbons, t'es sûr de toujours en avoir. Ok, oui. Il y a de l'action mur à mur avec Kimi Raikkonen, même quand il n'est pas dans le top 10. Mur à mur. Tout à fait. Donc, comme je dis, d'après moi, il y a un siège qui se bat de ce côté. Giovinazzi va être remplacé par Mick Schumacher. Ça s'enligne pas mal pour ça. C'est une prédiction. Je dirais un bold prediction, mais c'est pas si bold que ça. On voit les signes avant-coureurs sont là. On a C'est pas Schwartzman qui mène le championnat de F2 ou Isla? Pardon? C'est Isla.
C'est Hilot. C'est Hilot qui m'a. Moi, je pense que je prioriserais Hilot chez Alfa 3 points Romeo. à 134, 131 points entre Hilot et Schumacher. Et il y en a un autre à 128, pas trop loin derrière. Donc, c'est extrêmement Très serrant serré. pour moi. Oui, d'un autre côté, par contre, Schumacher, malheureusement, le marketing en F1, on sait, c'est tout. Et le marketing d'un nom comme Schumacher chez Ferrari, et dans la chambre de Ferrari. Giovinazzi est un pilote italien qui coursait dans le filière Ferrari. Ça avait sa part de marketing, mais côté résultat, C'est ça laisse à désirer. Voilà. C'est un gros problème. Puis rentre en ligne de compte aussi que Giovinazzi, peu importe dans quel décor vous voulez le mettre, là, avec n'importe quelle écurie, il fit nulle part. Donc, considérant que Raikkonen va rester probablement encore une année chez Sauber, Alfa Romeo, je peux quand même L'équipe les appartient appeler à Sauber. Sauber, c'est legit. Ben, c'est exactement ça. Parce que d'ailleurs, l'entente est avec Sauber aussi. Là. Il connaît bien le Peter Sauber, puis c'est là que ça s'est discuté. Ce que je veux dire, c'est que considérant qu'Imi Raikkonen, peu importe, va garder son baquet pour la prochaine saison, puis que Giovinazzi n'a aucunement sa place chez Ferrari. Fait que, mesdames et messieurs, selon Pierre-Luc Dallaire, déclaré à 20h59 le 9 septembre 2020, c'est une Minardi qui a remporté le Grand Prix de Monza ce week-end. Oui, et ils ont remporté 2 Grands Prix depuis 2008. Ça, c'est un de plus que Ferrari, ça. De Monza. Oui, De 2 Grands Prix Monza, d'Italie, oui. Mes excuses, de Monza. Et venons-en justement à ce Grand Prix maintenant qu'on a un peu fait le tour de l'autre partie. Messieurs, quelle course! Merci Seigneur, enfin Lewis Hamilton qui, je vais m'en retenir de se dire ce mot-là, en fond de grille. Bye bye, va-t'en, on veut pas te voir. Quel spectacle! Alors, On enfin, a eu une course. On a eu quelque chose à se mettre sous la dent. Imaginez-vous si c'était comme ça tous les week-ends. oui, mais Qu'un nouveau pilote il va péter une Eric, crise de c'est cœur, pas juste attacher ça. quelqu'un. c'est pas juste ça. Enfin, on pénalise Lewis Hamilton pour une entrée illégale au puits. Oui. Rappelez-vous, Et le pire Allemagne dans tout il y a 2 ans. Le pire dans Il y a tout ça. un an, by the way. Hein. Il y a juste L'année un an. dernière, c'est l'année dernière, aussi. ça? Ah oui, c'est l'année Oui, dernière. Je pense qu'il y a 2 ans que c'est arrivé avec le spin de... Il y a 2 années. Il y a 2 années. Il y a 2 ans, c'est son Oui, c'est de lui que je parlais. évité C'est l'an passé. de rentrer. C'était L'an sous la dernier, pluie, c'était sous la pluie en Allemagne. Il avait raté le dernier virage que Leclerc avait raté Il également. avait coupé. Il frappe son aileron et il coupe à travers. Pas de pénalité. Non, c'est Lewis Hamilton. Donnez-lui pas de pénalité. Donnez-lui des championnats, mais donnez-lui pas de pénalité. Le Innininin, c'était en juillet en 2019, en Allemagne. Non, c'était il y a 2 ans, Eric. Il y a 2 ans. C'était 2 ans. Et l'année dernière, par contre, oui, c'était ce qu'Eric mentionnait. Donc, on l'avait coupé à travers la ligne des puits pour rentrer. Donc, ce qui normalement aurait dû être une unsafe entry, et on l'a accepté. Donc, Ben, sur le déluge, c'est un petit peu facile. Ben, tu vois, je dis pas que c'était correct, mais disons que t'as plus de flexibilité quand il pleut des cordes aussi. On va être honnête 30 secondes. Disons que la Ben, FIA c'est bon. dimanche m'a fait peur. On a annoncé les enquêtes de Giovinazzi et d'Hamilton pour avoir rentré sous la neutralisation. Et là, on annonce le 10 secondes à Giovinazzi. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de trouver comme raison pour pas y donner le 10 secondes à Hamilton? Et là, on le voit apparaître. Et là, je pense que tous les millions de spectateurs de Formule 1 en même temps ont fait Ah! Ça fait du bien. Mais, je peux soulever juste un petit point? Sincèrement, là, c'est quoi insérer un mot qui commence par C, d'idée de mettre la lumière d'entrée de les puits à l'opposé de la track quand les pilotes roulent à 220 au lieu de l'avoir à l'entrée de la ligne des puits. Ça, je suis Je d'accord. veux juste que quelqu'un m'explique ce point-là. Je Ça, vais te dire, personnellement, sur un circuit qui est permanent, c'est inaccessible en termes d'infrastructure sportive. Il y a un aspect. Les pilotes, et ça, c'est ce que je pourrais demander à un pilote professionnel de répondre. Regarde le plus loin possible devant. Et le plus loin possible devant, c'est la sortie du virage. Et non l'entrée. Il ne se mettra pas les yeux sur un point de corde qui n'existe pas. Une fois que tu as passé le point de corde de la parabole, tu vises le point de sortie qui est au loin. Donc, c'est pour ça que la lumière, elle est à cet endroit-là, puisque sinon, du côté droit, elle serait du côté aveugle. On le verrait, il ne la verrait pas plus. Maintenant, s'il l'avait mis directement à l'entrée, comme que c'est la majorité des pistes, dont notamment un circuit temporaire qui s'appelle Montréal, je veux dire, tu as la lumière d'entrée des puits directement à côté. Ouais, c'est ça que je ne comprends 450 pas. millions de péros chez Mercedes qui sont supposés faire leur job et dire à Hamilton de ne pas rentrer aussi. De toute façon, il ne respecte même pas la sortie de la lumière sur le circuit de Montréal. Fait que- En fait, il la respecte, sauf que Raikkonen oublie de peser sur les freins. La nuance, Oui, elle est c'est là. ça.
Mais non, pour revenir par contre, c'est- pour revenir par contre à ce qu'on mentionnait, là-dessus, je suis d'accord avec Luc. Pourquoi elle n'était pas là, la lumière? Ça, je suis d'accord. À la limite, oui, la mettre à l'endroit où tu mentionnes, Eric. Je suis d'accord. C'est la mettre à Par l'entrée contre, des puits, aux deux oui, places, c'est ça. il faudrait qu'elle soit là aussi. Hamilton a posé la question, comment ça, il n'y a pas d'entrée là? Il n'y a pas de lumière là? Lui-même l'a demandé. Mais Donc- en même temps, ça serait pas la job de lui qui parle à Lewis Hamilton Aussi. de peut-être lui dire que l'entrée des puits est fermée. Tu sais, je veux dire, la FIA sont quand même rapides à la gâchette là, à ce niveau-là. Là. Ils peuvent sûrement établir un système qui fait en sorte que les écuries sont mis au courant à la seconde près quand la ligne des stands est fermée. Ils le sont. Ils le sont. Ils le sont. Et voilà. Il y a Donc là, quelqu'un à rendu là, Barclay qui l'avait. Il y a quelqu'un à Barclay qui était au courant, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps de transmettre la communication à temps dans les Ouais, stands mais de c'est ça qui est Mercedes. dégueulasse de ce sport-là. Et là, je m'excuse du Je terme sais. un peu péjoratif. C'est que s'il faut que ça passe du circuit de Monza par les internets, un satellite en haut, ça s'en va en Angleterre. Là, ça revient par le satellite pour aller parler à l'ingénieur qui va aller. Est-ce parce qu'à un moment donné, on peut-tu laisser le pilote courser? Mais c'est pour ça que je te dis, si tu laisses plus pilote courser, arrange-toi pour que ça soit fait comme du monde aussi. il y a ça. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. Parce que c'est sûr que même moi, j'ai été surpris là, parce que quand ils ont montré les images là, de ce qui Moi, je s'est pensais que sa passé, lumière de safety car, ça donne je une cherchais idée. la lumière. Je me demandais où elle était. Puis, tu sais, même à ça, je veux dire, à la limite, une infographie sur son volant. Écoute, tous les pilotes ont des écrans LCD sur leur volant. Puis pendant que c'est le drapeau jaune, on s'entend, ils sont pas en train de focusser par-ci par-là pour pogner le point de corde comme du monde sur la piste. Là. Ils sont justement là pour écouter les directives qui vont se faire donner et aussi pour voir où est-ce que le safety car est rendu. Donc, rendu là, peut-être de mettre une infographie sur le volant, juste de dire pit lane closed, merci, bonsoir. Lewis Hamilton ne rentre pas. Ça aurait pu régler le problème aussi. Moi aussi. Tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, On je veux rentre, dire, au moins la décision a été prise et surtout, comme Eric dit, quel spectacle on a eu, sincèrement. Là. Et Aïe, parlant aïe. de spectacle spectaculaire, moi, j'aimerais apporter votre attention sur la partie d'échecs 5D qui était jouée chez Racing Point avec Lance Stroll. Laissez Lance Stroll en piste. J'ai pas compris. Non, moi non plus. Je ne l'ai pas compris. La seule chose que je donne bénéfice du doute, c'est qu'on a fait rentrer Perez et on s'est rendu compte, oups, on ne peut pas double stack, ils sont trop près. On n'a pas le choix de laisser Lance en dehors, de le faire sécher. Il était 9e à ce moment-là. Perez était 4-5e dans ces eaux-là, je suis de mémoire. Excusez-moi si je suis dans l'erreur. Donc, on a pris le pari de chez Racing Point on le laisse là. Maintenant, on vient d'avoir un Magnussen que son moteur a expiré pour la 15e fois cette saison. Une relance à Monza, tout peut se produire. On a joué un coup de dé. Est-ce qu'on pouvait prédire que Charles Leclerc allait échapper sa voiture et content de savoir que Leclerc s'en est tiré de celle-là parce que c'était quand même un méchant contact à parabole. C'est pas un virage lent, là. C'est un virage qui est à fond. Et Leclerc, en essayant de corriger sa voiture, l'a envoyé directos dans le muret. Ça a cogné dur. Là. Et respect aussi aux commissaires qui ont manqué de se manger un coup de museau de Ferrari en plein visage. Ouais, ouch. Il manquait d'avoir un gros accident à ce moment-là. C'était pas beau à voir sur la télé en direct. Mais pour revenir à Racing Point, on s'est retrouvé dans cette situation-là avec Stroll. Le rouge sort. Et là, tout le monde est en train de faire des mathématiques à se dire qu'ils ont le droit de changer de pneumatique pendant le rouge. Il Il n'y avait plus le droit parce que là, il n'y avait plus le droit parce qu'à un moment donné, à Monaco, ça avait fait du brouhaha parce que Mercedes avait changé les pneus. Puis je pensais qu'on n'avait plus le droit. Moi, personnellement, je pensais qu'on avait plus le La droit de règle n'avait changer. jamais été changée après ça. Ah, d'accord. Oui, je suis allé vérifier pour être sûr. Mais donc, il relance au deuxième rang et on se dit tous, Lance Stroll, une de ses forces, ce sont les départs. Mais Lance Stroll lui-même l'a avoué de son propre fief lors des entrevues d'après-course. L'intermission, l'entracte, il n'avait jamais été habitué à ça, de décrocher de sa course et de se rasseoir dans la voiture et de repartir à neuf. Et évidemment, avec les pneus froids et tout ça, bon, il a commis un départ, je vais dire, pas très intéressant. Et il a bloqué les roues à la deuxième chicane. Tout le travail était à refaire. Pierre Gasly en a profité, s'est faufilé à travers des deux pénalisés, Giovinazzi et M. Hamilton. S'est retrouvé devant, n'a jamais regardé derrière. Bon, il a dû regarder derrière une couple de fois dans les 5 derniers tours parce qu'il y avait une McLaren orange qui avait faim derrière. Et j'ai un peu de peine pour Carlos Sainz puisque à ce moment-là, dans l'épreuve, on lui avait demandé du côté de McLaren de ralentir la cadence, de ramener la voiture à la maison.
Et Sainz disait non, je la veux cette victoire-là. Et on le sait tous pourquoi Carlos Sainz voulait cette victoire-là. Où est-ce que cette course-là avait lieu? En Italie. Où est-ce que Carlos Sainz s'en va l'an prochain? Chez Ferrari. Chez Où est-ce que Ferrari était dans cette course-là? Nulle part. Back of the pack. Non, où on est-ce n'a pas où est-ce fini. qu'il sait et où est-ce qu'il sait qu'il ne gagnera pas d'épreuve l'an prochain? Ferrari. Chez Ferrari. Oui, clairement. Et voilà, donc. Maintenant, ouais. est-ce qu'on peut en venir à la pièce de résistance? Évidemment, qui disait Hamilton en fond de grille et Verstappen qui a DNF aussi, il ne faut pas l'oublier, disait potentiellement un premier vainqueur en Formule 1. Et non seulement c'est un premier vainqueur en Formule 1, mais c'est une victoire d'une équipe italienne en Italie qui n'est pas Ferrari. Ben, avant d'aller vers là, Eric, je veux revenir juste rapidement sur le point de Lance Stroll et le départ. Tu viens de casser l'air d'aller d'Eric, ça n'a pas de bon sens. Je le sais, je suis désolé. Et Eric, je vais te ramener là-dessus. Je veux que tu repartes à ce sujet-là. C'est excellent. Mais pour vrai. Je vais faire mon Lance Stroll, je vais repartir lentement après une intermission. Oui, mais c'est pas juste ça. Je rappelle au départ, Bottas, deuxième position, un départ aussi lent que Stroll lors de la relance. C'est vrai. C'est vrai que la ligne paire du côté de Monza n'est pas une ligne facile. Elle pénalise beaucoup. Elle Ouais. pénalise beaucoup. Et je rappelle, un Jacques Villeneuve en 98 a eu le même problème également. Et un Lance Stroll, il y a quelques années, a eu le même problème également quand il est parti deuxième. Donc, Lance Stroll qui a des départs extraordinaires. Cette année, par contre, les départs sont moins intéressants, mais il est plus en avant, donc il n'y a pas à moins de positions à rattraper. Il reste que ça, c'est un point à considérer. Maintenant, je veux pas enlever, par contre, ce qu'on a vu, est-ce que tu allais mentionner, Eric, la victoire de Pierre Gasly sur Minardi, AlphaTauri. Première victoire d'un pilote français depuis 1996. On parle de Monaco alors qu'Olivier Panis avait remporté. Oui, c'est moi qui fais l'historien ici ce soir. Ça m'arrive des fois de ne pas me tromper. Et les dates sont bonnes. Continue. Ça fait une semaine que tu le retiens, cette date-là, Eric? Ou, Oui, bonjour. Bonjour, on va lui donner une chance, bonjour. Hein. Oh! Donc, première fois qu'on entend la Marseillaise sur un podium. Bon, évidemment, on était tous contents de ne pas entendre God Save the Queen. Mais, bien honnêtement, regardez ce podium-là. 26 ans, 24 ans, et Stroll en a 22. 22, oui. Donc, ouais, 22, 21. Ouais. on s'imagine que c'est un podium. 22, il venait d'avoir 22, ouais. Ouais, c'est un podium qu'on pourrait revoir dans les 5 prochaines années avec les 5 mêmes pilotes. Possiblement pas dans les mêmes écuries, en fait, pas mal assuré, à moins qu'on le revoie cette année. Gasly vient de semer la bisbille chez Red Bull avec les performances douteuses de Albon depuis le début de la saison, outre sa belle performance en Styrie. On s'entend qu'outre la performance en Styrie, où est-ce qu'il avait une victoire sous les mains, que M. Hamilton a décidé de sortir du chemin, il y avait encore du potentiel là, mais oui, Albon, à mes yeux... Je trouve que douteux, t'es généreux. Malheureusement, Albon, est-ce que je peux lui enlever le fait qu'il est dans le siège de Gasly de l'an dernier et on voit qu'est-ce que Gasly peut faire avec une voiture de deuxième ordre, finir deuxième au Brésil, remporter à Monza. Qu'est-ce qui se passe chez Red Bull, là? Pour être bien franc, là... La voiture est conçue pour Verstappen. Ben, c'est ça. Ce qui se passe, en fait, avec Gasly, c'est qu'il vient tout simplement de démontrer que la deuxième voiture chez Red Bull est une voiture conçue pour Verstappen tout de même. Pourquoi? C'est très simple. On se rappelle l'année dernière, là, Gasly, c'était 0 pin bar dans les résultats. Il faisait des fois même pas la Q2. Il faisait rarement la Q3. Je pense qu'il l'a même pas fait. Il l'a fait une fois, je pense, en 10 courses. Et là, en fin de saison, on le retourne chez Toro Rosso. Hein, on va employer les bons noms d'écurie à ce moment-là, en fin de saison. Réalise la deuxième position au Grand Prix du Brésil qui a mis un baume sur sa plaie. Le fait que Albon s'est encore une fois fait sortir par Hamilton. Continue. Oui, tout à fait. Bon, ça, il faut quand même le mentionner. Gasly, qui, je vous le dis, là, il connaît une très bonne saison. Là, le monde qui va dire « Ouais, mais là, ça, c'est pas normal que Gasly ait gagné. Il a été chanceux. » Je vais quand même vous dire ceci. Il faut profiter de ses chances. Du côté de... Oui, de un, il a profité de ses chances. Il y a aussi le fait que Gasly, là, il a son coéquipier Kvyat, là, il n'est pas là, là. Il est pas là. Kvyat, là, a 4 points depuis le début de la saison et Gasly en a 43. On a enlevé 25 points quand même. Ouais. Il est très, très loin devant son coéquipier. Messieurs, Ajoutez... Daniel,
Daniel Kvyat, je sais pas, en fait, on l'appelait de Torpedo. Je sais pas si ça dit. Ah, oui! oui, Ah, je m'en Torpedo. souviens! C'est plus comme ça qu'on va s'en rappeler, Mais oui, tout à fait. je regarde le même classement que toi. Lance Stroll, 4e avec 57 points. Best of the rest derrière le top 3, devant et égal à Norris, devant Albon, 48 points. 5 petits points derrière, il y a Pierre Gasly. Je pense que le message est clair chez Red Bull. Ces deux pilotes-là vous ont récolté 91 points. Mais la balance de ces points-là devrait être complètement à l'envers. Alors que là, Gasly a une chance de se battre pour le 6e rang. Charles Leclerc, avec ses 2 podiums, réussit à ramener une minable Ferrari au 7e rang. Et Carlos Sainz, malgré sa 2e place, scotché au 9e rang devant un Daniel Ricciardo. Il y a un Sergio Perez qui, bon, a manqué une épreuve. Ça lui a coûté certainement quelques points. Mais 57 points, on en enlève 17 et on recule de 8 positions. Est-ce qu'on peut dire que la vraie Formule 1, là, elle est dans le midfield? Oui. Ouais, mais c'est Littéralement. ça, quand on parlait de la lutte pour la 3e et 4e écurie, je pense qu'on en a toute une preuve là. Tu peux pas avoir plus serré que ça. Et c'est surtout de voir les égalités qu'il y a un peu partout, que ce soit à partir de la 4e position ou encore pour faire le top 10, c'est égal partout, partout, partout. Je vois le vert. On dirait que c'est comme 2 voitures qui arrivent au fil de ligne d'arrivée, puis il faut que tu ailles dans les 10 millièmes pour être capable de distancer qui peut avoir l'avantage tellement que c'est serré. C'est vraiment. Tu regardes tout le temps, puis en général, c'est tout le temps de la position 4 et 10 que tu vas voir véritablement les luttes, puis les courses les plus intéressantes. Puis je vais juste compléter avec Pierre Gasly en disant que toute la saison, ou à peu près une bonne partie de la saison, il a fait partie de la Q3 en qualification. C'est vrai. Puis en Q2, c'était le 5e, puis le 6e temps, là, c'était pas sa fesse. Là. Il a connu il connaît une très, très bonne saison. Puis j'ose croire qu'il va il va connaître une très bonne fin de saison aussi. Puis je veux mentionner aussi, on n'a pas parlé la semaine dernière parce que le Grand Prix était plate à mourir. Mais il a quand même réussi un 8e rang en Belgique. Puis il l'a travaillé pas à peu près pour emmener cette voiture-là au 8e rang. Fait que quand je vous dis que Pierre Gasly, là, c'est un très, très bon pilote, il faut faire attention parce que il a sa place chez Red Bull. Maintenant, donnez-y une voiture qui fit avec ses talents. Donnez-y pas la voiture à Verstappen. Il n'est pas capable de la chauffer. Même Albon n'est pas capable de la chauffer. Et là la question se pose par contre, messieurs. Et je vais vous laisser la parole après. Daniel Ricciardo, quand il est parti de chez Red Bull, on se demandait tous pourquoi il est parti. Présentement, avec la façon dont Red Bull gère Max Verstappen et les deuxièmes pilotes qui sont incapables de conduire la voiture parce qu'elle est faite expressément pour MV33, je suis désolé. Je pense qu'on a une très bonne raison pourquoi Ricciardo est parti et est allé voir ailleurs. La dernière saison de Daniel Ricciardo, c'est 2016, si je ne me trompe pas. 2017, la saison. 2017, le dernier Chewie, oui. C'est ça. Je pense Faut se souvenir au dernier Chewie, c'est là que tu peux savoir. Ouais, ça, ok, parfait, merci. Mais je pense que sincèrement, il a eu le reste de la saison de 2016 pour voir l'évolution de Max Verstappen, puis voir de quelle tangente Red Bull prenait. Et je pense que durant l'hiver, dans l'entre-saison 2016-2017, je pense que Daniel Ricciardo a vraiment été en mesure de voir de quelle façon ça fonctionnait à l'intérieur de chez Red Bull, une fois avec Max Verstappen. Il le dira peut-être pas, mais je pense qu'il y a comme eu des petits faisceaux lumineux qui ont apparu sur le tableau de bord et sur le volant, puis qui ont fait « Faut que je parte au PC d'ici ». Attention, messieurs, puisque on parle de Max Verstappen. Moi, je recule jusqu'à l'époque Vettel de Red Bull. Mark Webber, qui a à mes yeux une excellente carrière en Formule 1, était rien de moins qu'un second violon à Vettel. Bon, on va oublier le Multi-21, ça n'était un autre. Sauf que Webber était capable de gagner des courses avec la voiture. Oui, mais laisse-moi finir. Une fois que M. Webber est parti, c'est M. Ricciardo qui est rentré. Quand Daniel Ricciardo est rentré, Sébastien Vettel a fait « I'm out of here ». J'ai plus d'intérêt d'essayer de courser cette équipe-là. Ricciardo a pris la place. Il est remplacé par Max Verstappen et le scénario se répète et se répète et se répète. Ouais, la différence, c'est que Ricciardo, en termes d'âge, était beaucoup plus
il avait moins d'expérience et plus jeune que Sébastien Vettel est rentré chez Red Bull. Je veux dire, Ricardo n'a pas été en mesure de s'établir correct, n'a pas eu le temps de s'établir correctement chez Red Bull comparativement à Sébastien Vettel qui, lui, a eu le temps chez Toro Rosso. On l'avait désigné pilote numéro 1. On lui a dit on vise notre avenir sur toi. Tandis que là, Ricardo savait déjà que Max Verstappen s'en venait en arrière parce qu'on le voyait progresser en GP2 à l'époque. On le savait très bien. Ricardo le savait très bien. C'est clair que je ne serai pas numéro 1 ici. Tout le monde en a que pour Max Verstappen. Et c'est malheureux parce que Ricardo, autant qu'il a fait la filière Red Bull, Vettel avait commencé, rappelez-vous, en 2008, chez Toro Rosso avec une victoire à Monza. Ricardo n'a pas eu ce luxe-là, si je peux dire ainsi, de faire ses rangs, faire ses dents. Et il s'est retrouvé, comme tu dis, avec le Hot Super New Product, le Max Verstappen 1.0, 16 ans d'âge, qui se ramasse chez Red Bull et qui, bon, on connaît le reste de l'histoire. Chez Renault, cette année, Ricardo fait des bons résultats. Il a eu une très belle 4e place. Si ce n'était pas la semaine dernière, c'était à Spa. À Spa, oui. Il y a le pilote préféré de Pierre-Luc. Ça va être son 2e pilote préféré. Là. Maintenant, Gasly l'a remplacé dans l'échiquier des pilotes français. Esteban Ocon, qui, à mes yeux, fait une saison potable chez Renault, sans plus. Non, mais là, il revient. Là. C'est donne une chance. Oui, Nico Hülkenberg revient, puis il y a plus de points d'année qu'Iviat aussi. Hein, fait que faut pas. On pourrait dire qu'il y a meilleure voiture aérodynamique. Oui, mais on s'entend que Hülkenberg avait la voiture, là, qu'Iviat. Il y a une voiture qui est capable de gagner un Grand Prix, je m'excuse. C'est vrai que dans ce course-là, il y avait la voiture qui gagnait le Grand Prix. Je te l'accorde. Mais effectivement, mais je pense que moi, je veux soulever un dernier point parce qu'il commence à se faire tard. Oui. Je vous mentirai pas que j'ai regardé une vidéo YouTube tantôt et j'ai eu une larme de crocodile. C'était le dernier Grand Prix. On va se le dire, c'est une page d'histoire de la F1 qui se tourne. Après 740 Grands Prix, le nom Williams reste, mais la famille quitte. Claire qui avait dit avant le début du Grand Prix de la fin de semaine de Monza, c'est le dernier Grand Prix qu'il y aura un Williams à titre de chef d'écurie pour l'écurie du même nom. Alors, à ce niveau-là, moi, personnellement, l'arrière-scène de la F1 a sorti une belle vidéo un peu plus tôt aujourd'hui où on voit Claire Williams dans sa dernière journée. Puis, sincèrement, j'ai trouvé ça triste un petit peu. Là. Tu vois que c'est une page, c'est vraiment un chapitre qui se tourne. Puis, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle est vraiment restée de glace tout au long de la journée. Moi, j'étais sûr que quand on a entendu Nicolas Latifi et George Russell discuter avec Claire Williams à la fin, j'étais persuadé qu'on allait voir Claire pleurer, sortir une larme. Miette est restée de glace. J'ai fait ça retient du père énormément, beaucoup de caractère dans la famille. Honnêtement, c'est décevant. Luc, moi, c'était le message que Latifi et Russell ont envoyé. Là. C'était un bel hommage à la famille qui leur ont donné leur opportunité en Formule 1. On sait que Russell a des visées beaucoup plus avancées que ce que la Williams peut lui offrir. Je pense que Russell est un futur champion du monde. Il l'a prouvé dans les classes de progression ou les classes, je ne vais pas dire inférieures, mais les classes de développement. Voilà, qu'il est capable d'aller chercher des grosses performances. Maintenant, pour un Latifi qui a eu sa chance en Formule 1, je pense que c'est un message très, très beau et très sensible. Et pour faire un dernier petit tour d'horizon, on s'en va au Mugello ce week-end. Bien honnêtement, j'ai pas un béguin pour ce circuit-là, mais je serais du genre à dire iRacing, ne tente pas scan de ce tracé-là. Non, dans le fun. C'est pas une piste de F1, c'est une piste de moto GP. Je vois le vert. Sérieux, on court là parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon, il y a beaucoup trop de virages rapides. Il n'y a pas vraiment de chance de dépassement. En moto, oui, ça a plus d'opportunités, mais à part de ça, je veux dire, on ne verra pas grand dépassement là. Il n'y a personne qui va venir me faire à quoi ça, parce que les voitures ne sont même pas capables de suivre l'une en arrière de l'autre après 3-4 tours, vu qu'il y a tellement qu'il y a des virages rapides. Il y a du changement d'élévation, pas aussi drastique que du Spa ou du Kota, mais à mes yeux, je pense que ce tracé-là peut nous offrir quelque chose d'intéressant. C'est un tracé qui va être relativement court, donc attendons-nous à voir des moteurs Ferrari se faire passer un tour dans leur propre terrain. Mais au final,
qu'on pourrait avoir un Grand Prix intéressant. J'ai hâte de voir. C'est sûr que c'est, comme tu dis, c'est pas un terrain qui est haute à une course de Formule 1 pratique. En même temps, on s'en va faire l'Oval de Bahreïn dans un mois. Il faut quand même rester raisonnable que les options qui étaient disponibles à la FIA pour ce calendrier-là étaient relativement limitées, outre Portimao, suivi de Portimao et de Portimao. Et de Portimao. Oui, exactement. Oui, en effet. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va terminer, mais avant, on a un commentaire sur Facebook qui est quand même assez intéressant dans le débat Ricardo. Donc, Maxime Tremblay-Savard qui nous dit il faut se On rappeler prend aussi pas que... les commentaires, nous autres, on prend pas ça. Non, Non, on va le mentionner en terminant. Donc, il faut aussi se rappeler que Ricardo a eu plusieurs problèmes moteurs, problèmes avec le moteur Renault Oh, chez Red Bull. Seigneur. Puis il se croyait pas que Honda serait capable d'offrir quelque chose d'intéressant. Et oui, là-dessus, je suis obligé d'y accorder un point parce que justement, Honda montrait des signes pires encore que Renault à l'époque. Donc, oui. Mais il devait se tramer autre chose aussi. Là, parce que c'est ça en tant que tel, je peux comprendre 50% du point, mais il manque une information. Là. J'ai tellement eu mal au cœur cette année-là quand tu voyais Ricardo voir le moteur péter, exploser, rendre relâche. J'étais comme pauvre. Mais Verstappen a eu ses moments avec le moteur, la motorisation de Red Bull aussi. Là. Il y en a eu des Grands Prix où que Max est sorti avec un transcript de radio plein d'étoiles. Là. On en a vu des moments où que M. Verstappen n'était pas de bonne humeur avec la mécanique qui lui lâchait sous les pieds. Donc, définitivement, c'est une situation qui va être très intéressante à suivre du côté de Red Bull. Non seulement pour la conclusion de cette saison-ci, mais qu'est-ce qu'on va faire dans pas la mercato, mais je cherche le terme, l'entre-saison. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Red Bull? Est-ce qu'on va ramener Gasly? Est-ce qu'on va décider? Même moi, je regarde ça et je me dis, je sais pas. C'est une situation qui est très délicate pour eux, qui peut avoir une grosse influence sur leur potentiel de se battre avec Mercedes l'an prochain. Certes, Verstappen va être encore là, mais si on veut se battre en tant qu'équipe, ça prend 2 pilotes. Et en ce moment, Red Bull, pas qu'ils n'en ont juste un. Albon est un pilote. Là, je suis capable de lui donner le respect du fait qu'il a atteint la Formule 1. Mais en ce moment, il est en train de se battre dans la F1.5. Non, c'est la Formule 1. Ce qui est en haut, c'est de la Formule Mercedes. C'est une méga part. Touche pas. En effet, donc voilà, c'est ce qui complète là-dessus notre balado pour cette semaine. Prochain rendez-vous pour ce qui est des diffusions sur SFTV, donc nos deux prochaines courses, c'est vendredi évidemment, dès 19h45 pour la première ronde du GTCQ, GT Championnat Québec, donc du côté du Blue Moon Central A. Si je dis bien la bonne chose. Ensuite, on a la même soirée, évidemment, la deuxième ronde en direct d'Atlanta. Hotlanta, comme on aime bien l'appeler dans les cercles du NASCAR. Donc, deuxième ronde sur le coup de 20h50, qui sera, donc ce sera diffusé également sur SFTV. Et notre prochain rendez-vous, évidemment, pour la balado, c'est mercredi prochain, toujours sur le coup de 20h pour notre prochain rendez-vous du côté de la balado. Et dernière... on espère du moins avoir donc la quatrième personne pour le segment Découvrir votre série. Là-dessus, à mon nom personnel, Luc Carbonneau, Éric Drapeau et Pierre-Luc Dallaire qui nous a quittés malheureusement. Il y a eu des petits problèmes techniques au Saguenay malheureusement de son côté. Merci beaucoup d'avoir été présent et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition de cette balado. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Ciao! Ciao, ciao!